Panafricain. Vous êtes sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. La deuxième thématique que ce soir, nous parlons des tensions ou de renversement des régimes en Afrique centrale, le cas de la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale. Ce soir, nous relançons ce débat qui se cache pratiquement derrière cette tentative de déstabilisation du régime dans cette sous-région et pour quelle intention. Certains n'hésitent même pas à pointer des doigts des babous français. Alors, Jonathan Batengene, c'est à vous que savez-vous que nous prenons cette thématique. Alors, aujourd'hui, la région Afrique centrale est en proie à des velléités de déstabilisation. On l'a vu longtemps en Guinée équatoriale. On l'a vu aussi il n'y a pas aussi très longtemps en République centrafricaine. Et bien sûr, lorsqu'on essaie un peu de lire ce qui se passe dans d'autres pays comme le Cameroun et aussi on sent quand même qu'il y a des manœuvres de déstabilisation de la paix dans ce pour garantir la paix à tout le monde. Alors, rentrons sur le cas centrafricain. Si la Guinée équatoriale qui nous intéresse ce soir, concrètement, pourquoi ces pays sont dans les viseurs de votre point de vue des déstabilisateurs? Les États de l'Afrique centrale, parce qu'on peut circonscrire la Guinée équatoriale, la RCA, mais il faut élargir. Oui. En fait, la Guinée équatoriale, déjà on se souvient en 2017, l'opération, l'arrestation de Simon Mann, le barbouze britannique. C'est bien parce que les barbouzes ne sont pas que français. Qui menait les opérations. Et lors de son procès à Paris, il a fait des révélations qui ont laissé tous les magistrats pantois. Parce que les magistrats de la France découvraient grandeur nature ce que c'est qu'un coup d'État en Afrique. Et le coup d'État, Simon Mann dans ses révélations, va montrer qu'il y a comme complice du coup d'État, il y a un homme d'affaires britannique, il y a les services secrets britanniques, il y a un opérateur, un opposant équato-guinéen en Espagne, et il y a plusieurs services, d'autres services qui sont utilisés pour aller mener le coup d'État. Ça, c'était pour Simon Mann. Le Centrafrique, là-bas, c'est un territoire qui actuellement fait face à un nouveau type de déstabilisation. D'abord, les acteurs. Les acteurs ne sont plus des barbouzes français seulement. Les nouveaux acteurs qui veulent faire la peau, ou du moins qui veulent réaliser le coup de force au Centrafrique, sont les mêmes qui actionnent les choses au Cameroun, les mêmes qui actionnent les choses au Tchad. C'est les États-Unis. Monsieur Bolingumba, qui aujourd'hui se présente comme étant la face visible de ce monstre de mer qui est en train d'émerger, est un avocat dont la spécialité est la capitalisation des entreprises en bourse aux États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis. Ce monsieur, Bolingumba, c'est un avocat d'affaires. Son travail, la capitalisation des entreprises minières. Quand vous regardez ce secteur d'activité est dominé essentiellement par les multinationales anglo-saxonnes. Monsieur Bolingumba ne travaille pas pour la France seulement. Il se passe que les États-Unis, dans leur tentative de reconquête, ou du moins de néocolonialisme en Afrique, se sont attachés les services des conseillers français. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les Français ont une longue expérience de colonialisme sur cette terre et que les Français sont quand même ceux qui ont monté la plupart des régimes illégitimes en Afrique. Et dans le cas d'espèce, ils utilisent les Français pour mener les opérations sur les territoires d'Afrique centrale. Surtout que le cas d'Afrique centrale semble très compliqué. Ils se sont cassés la figure sur le dossier camerounais. Vous savez que tout ce qui s'est passé au nord-ouest et au sud-ouest, c'était une déstabilisation qui avait pour but
de vraiment mettre le Cameroun à genoux. Ça a échoué. Ils se disent, nous l'avons fait seul. Maintenant, il faut utiliser les Français pour avoir des tapants sur d'autres territoires. Et le Centrafrique, c'est un des territoires d'expérimentation de cette nouvelle donne. Les Britanniques, eux, ils se sont cassés la figure déjà en Guinée équatoriale. Et les Français, qui savaient que les Britanniques se sont cassés la figure, ont essayé une opération, eux maintenant, avec Bozizé et plusieurs intermédiaires qui sont des mercenaires tchadiens. Ils ont été arrêtés à la frontière camerouno-équato-guinéenne et le coup de force a été arrêté à quelques jours de sa réalisation lorsque le président Obiangema était à Mongomo. Voilà donc qu'ils se disent, si en solo nous ne pouvons pas réaliser les coups de force, nous allons faire équipe. Il y a donc une équipe qui est constituée, c'est une équipe faite des pays de l'OTAN, les États-Unis étant le maître d'orchestre. On commence avec le Centrafrique, pas véritablement, mais on commence avec le Tchad, Success Masra, cheval de Troie sur le terrain tchadien, qui va tenter une révolution de couleur. Aujourd'hui, la révolution de couleur est avortée. Il y a des bandats dans son camp. Les membres sont en train de faire des révélations. Success Masra est isolé. Il veut passer à la phase au plan B de l'histoire. On le voit de plus en plus communiquer sur l'éventualité d'une rébellion au sud du Tchad. Pourquoi? Parce que les arguments sont effectivement les arguments qu'on retrouve dans les sécessions en Afrique. C'est les nordistes sont trop gérés, il est temps que les sudistes prennent le pouvoir. Aujourd'hui, il veut faire une rébellion. Et cette rébellion, il n'est pas exclu que c'est les germes d'une sécession en cours. Bolingumba, Masra au Tchad, Bolingumba en RCA, il crée un bloc démocratique pour la restauration, la restauration de la Constitution, pour le respect de la Constitution. Ils se font les défenseurs de la Constitution centrafricaine, une Constitution qui a beaucoup d'incongruités, une Constitution qui mérite d'être réécrite. Il se fait défenseur de cette Constitution et pour réaliser son coup, il doit se rapprocher de celle qui est devenue comme le pilier de la France dans le dispositif de M. Touadéra. C'était Mme Darlan. Vous avez donc un rapprochement États-Unis-France sur le dossier centrafricain. Et comme la France dispose d'antennes dormantes sur les territoires d'Afrique centrale, ils activent le levier Noureddin Adam pour la France. Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons rappelé l'interview de Noureddin Adam à Afrique Média où il reconnaît qu'il était armé par la France. On ramène Noureddin Adam qui était en conflit déjà avec Ali Darassa. Il est redevenu copain avec Ali Darassa, chef d'état-major de Bozizé, pion attitré de la France sur le territoire centrafricain. Vous voyez comment ils commencent à s'unir. Mais il leur faut quelqu'un qui a les capacités de déstabiliser à partir d'un pays qui semble être le pied de toute stratégie de défense d'Afrique centrale. Et donc, il y a un monsieur Yaoundé, travaille certainement pour les services de la DGSE, il s'appelle monsieur Norbert Gazier. Et c'est ce dernier qui se charge du recrutement et du financement. C'est lui l'interface entre Paris, parce que c'est un monsieur qui voyage beaucoup. Il a une entreprise qui s'appelle Soyanara. Ce qui nous fait croire qu'il s'agit non pas d'une simple déstabilisation de la RCA, de la Guinée équatoriale et du Tchad, c'est une opération qui devrait aller en cascade, c'est-à-dire Tchad, Guinée équatoriale, Cameroun, RCA. C'est que tous les acteurs qui sont impliqués font appel à plusieurs éléments du bloc de l'Occident. Vous avez les pions de la France-Afrique, vous avez les pions du State Department et vous avez les agents du MI6 britannique. Quand tous se réunissent, ça veut dire que c'est une opération qui est désormais planifiée en groupe pour réaliser une offensive tous azimuts sur l'Afrique centrale. Les plans qu'ils sont en train de vous dire ont très peu de chances de réussir si les pays d'Afrique centrale prennent résolument un engagement à travailler de commun accord et à s'engager à travailler dans l'esprit panafricaniste. Il y a un pays très délinquant et récalcitrant, c'est notre pays, le Cameroun. C'est le plus récalcitrant de tous les pays panafricains et qui peuvent adopter la posture panafricaniste. Vous avez des membres du gouvernement qui
considèrent que le panafricanisme, c'est un petit ghetto scientifique, un petit ghetto médiatique. Vous avez plusieurs personnes qui sont proches des décideurs qui minimisent les analyses des panafricanistes, et pourtant le verre est en train d'entrer dans le fruit à Yaoundé. Vous avez plusieurs, ils ont ramené Macron, hein. Ce bloc des France-Africains, ils ont ramené Macron au Cameroun. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas une invitation du chef de l'État, c'est les France-Africains de Yaoundé qui l'ont fait. Ces France-Africains sont dans un copinage avec toutes ces cellules de déstabilisation. Il y a des noms, si vous prenez rien que le profil de M. Gazier, autour de M. Gazier, vous allez trouver des noms intéressants. Ils sont parfois au gouvernement, ils sont des anciens membres du gouvernement, ils sont parfois dans les armées, des gens qui lui tournent autour. M. Gazier a réussi à introduire auprès du président de la République plusieurs personnalités de France. Il ne faut pas voir ça de manière anodine. Il est proche des gens qui gèrent la communication du président de la République du Cameroun. Donc, ce monsieur, il est un élément à considérer comme majeur dans ce dispositif. C'est des gens avec lesquels il faudrait avoir une politique assez radicale. Aujourd'hui, le Cameroun a longtemps laissé le discours panafricaniste pour les autres. Il sera intéressant que les Camerounais reprennent ce discours pour leur propre avantage. Parce que ce qui se dessine, la Guinée équatoriale ne peut pas tomber si le Cameroun ne tombe pas. La RCA ne peut pas tomber si le Cameroun ne tombe pas. Le Tchad non plus ne peut pas tomber si le Cameroun ne tombe pas. Donc, tout ce qui est en train d'être fait actuellement, c'est une action en cascade qui est préparée pour l'ensemble de ces pays-là. Et certainement, le clou de l'histoire ira à Brazzaville. Il faut donc que les pays d'Afrique centrale cessent cette politique de l'autruche. On a un choix à faire. Les dirigeants doivent opter pour le panafricanisme. Nous n'avons pas souvent débattu de la sorte sur nos pays, mais aujourd'hui ça devient urgent. Surtout que le camp d'en face utilise aussi par médias interposés un discours qui de plus en plus laisse songeur beaucoup de panafricanistes. Et nous n'allons pas en faire un tabou. Ils disent là-bas dans les autres médias que nous entraînons des révolutions dans d'autres pays pendant que nos pays sont dans une coopération tout à fait incestueuse avec les pays de l'OTAN. Il faut que nos pays clarifient, nos pays amplifient leur posture panafricaniste. D'accord. La Guinée équatoriale doit le faire. Le Cameroun doit le faire. La RCA l'a déjà fait. Le Tchad, nous savons que le président, et c'est le moment de le préciser, le président n'est pas panafricaniste. Le président du Tchad n'est pas panafricaniste. Monsieur Kaka Déby et monsieur Déby Mahamat n'est pas panafricaniste. Mais le général Mahamat Déby, nous lui demandons officiellement, nous lui demandons de faire un retournement de situation comme son père. Ce qui se prépare en Afrique centrale, s'il n'est pas prudent, le FACT a déjà attaqué. Hein. D'accord. Après l'échec de l'autre, le FACT a attaqué. Le FACT a recommencé ses opérations. Le FACT est en mission pour prendre N'Djamena. Il doit changer de camp. Le président Mahamat Déby doit changer de camp. Il y a beaucoup de France-Africains dans son gouvernement. Il y a beaucoup de personnalités qui veulent coopérer encore avec la France-Afrique. Il y a des généraux patriotes. Nous avons eu l'information qu'il y a des généraux patriotes autour de lui. Qu'il s'entoure de ces généraux et qu'il remette l'équipe qui était avec son père aux affaires et qu'il travaille avec ces gens pour combattre ces terroristes. Voilà. Ce n'est que l'union des pays de l'Afrique centrale, dans une perspective panafricaniste, qui pourra contrer cette déstabilisation qui est en cours. Et cette déstabilisation est essentiellement portée par les États-Unis, accompagnée cette fois-là par ses deux alliés fidèles, la France et l'Angleterre. Voilà. Alors, c'est Jonathan Batengene. Alors, on vous a suivi. Merci beaucoup à vous, monsieur. Alors, professeur Jean-Paul Bellec et docteur Dominique Yamtimba, je voudrais, avant de vous donner la parole,
que nous prenions cet élément sur la Centrafrique, l'élément qui va peut-être mieux nous aider à mieux comprendre cette problématique. Peut-être avant de vous donner la parole pour que vous puissiez conclure cette émission. À la communauté panafricaine. Oui, je répondrai rapidement à la question qui m'est posée par rapport à la polémique qui enfle sur la dotation ou l'accompagnement ou l'appui que l'ambassade de France a octroyé à l'organisation de Madame Mboling-Ngoumba. Alors, je vais simplement vous dire qu'aujourd'hui en Centrafrique, les gens sont désolés, et les gens sont mal à l'aise avec cette histoire. Même la communauté scientifique est très mal à l'aise parce que la France dans son discours, dans son communiqué rendu public hier, ils ont précisé que Madame Mboling-Ngoumba avait bénéficié de cette aide et ils estiment que c'est la seule dermatologue que le pays compte, ce qui est pourtant faux. La communauté scientifique s'insurge contre ces allégations. Non, c'est faux. Elle n'est pas la seule dermatologue en Centrafrique. Il y a plusieurs dermatologues. Et en plus, une telle opération s'est faite sans le consentement, sans l'accompagnement, sans que le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé, ne soit associé à cette démarche. Donc, ce qui est encore une autre preuve de maladresse. Donc, la France ne peut donc pas s'offusquer aujourd'hui de ce que les populations pensent que cet appui est un moyen de faire transiter des fonds de déstabilisation via l'ONG de la femme d'un rebelle, de l'épouse d'un rebelle. Vous savez, quand on est l'épouse d'un rebelle, on n'est pas loin soi-même d'être assimilé à une rebelle. Donc, vous pouvez imaginer le problème que cela pose, le problème d'éthique qui est posé aujourd'hui. Et puis, l'opinion centrafricaine se pose d'autres questions. Pourquoi c'est seulement à cette ONG? Pourquoi c'est seulement les maladies liées à la peau? Alors que ces maladies représentent un pourcentage très très faible. Il y a d'autres pandémies. Il y a le paludisme qui est un véritable fléau en Centrafrique, qui fait beaucoup de morts. Il y a la maladie infantile. Il y a les maladies infantiles. Il y a les maladies qui tuent les mamans et les bébés à un taux très élevé ici en Centrafrique. Mais pourquoi la France ne s'est pas penchée sur ces cas qui posent ce problème au sein de la société centrafricaine? Et la France s'est seulement penchée à prioriser le cas des maladies dermatologiques, simplement parce que l'épouse de M. Mboling-Ngoumba étant dermatologue, peut-être que ce qui est pensé aujourd'hui est fondé au vu de ces questions qui sont posées. Et donc, aujourd'hui, centrafricaine, de ce que cette opinion accuse la France d'être complice dans toute cette déstabilisation du pays. Cette opinion est persuadée que cette aide, en vérité, est un moyen, est une passerelle, est un moyen de faire transiter l'argent par une ONG détenue par la femme d'un rebelle, afin que les rebelles de son mari, anti-bénéfice, anti-profit, pour commettre des exactions, pour commettre des crimes, pour, une fois de plus, tuer les populations centrafricaines. Et puis, c'est dommage. C'est dommage que la France, aujourd'hui, en Centrafrique, ne sache pas sélectionner ses partenaires. C'est vraiment dommage. C'est très dommage que la France, aujourd'hui, s'acoquine avec des rebelles, hein, de manière ouverte. Vous savez très bien qui est Mboling-Ngoumba. C'est un criminel, c'est un assassin, c'est un bandit de grand chemin, c'est un tueur. Vous le savez tous. Alors, la France le sait. Alors, faire bénéficier d'une telle enveloppe, d'un tel projet à son épouse laisse des points d'interrogation sur la nature et sur l'utilisation de ces fonds. Et donc, la France ne doit pas s'offusquer de ce que les populations aujourd'hui, les populations centrafricaines, la soupçonnent de vouloir ou alors d'apporter un appui logistique, financier aux rebelles sanguinaires, maquisards, terroristes, Mboling-Ngoumba. Donc, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La France devrait, en Centrafrique, apprendre à sélectionner ses partenaires. La France doit travailler avec des personnes saines. La France doit travailler avec des personnes propres. La France doit cesser de travailler en Centrafrique avec des mercenaires. Elle doit cesser de travailler avec des
pseudo-opposants criminels, des pseudo-opposants sanguinaires, des pseudo-opposants rebelles. Vous voyez, c'est ça le problème. Mbolingumba, tout le monde le sait, que ce monsieur de Mbolingumba est arrivé en Centrafrique, il a fait sa fortune parce qu'il était Séléka, parce qu'il était rebelle, parce qu'il était ministre d'État, il a arraché les biens des gens. Il a des procès qui sont pendants dans les tribunaux. Voilà. Donc, et la France le sait. Donc, que la France aujourd'hui s'acoquine avec ce type de personnes, avec ce type de couple, ça pose un problème d'éthique. Et donc, la France ne devrait pas s'offusquer de ce que les populations centrafricaines aujourd'hui la soupçonnent de vouloir financer une autre déstabilisation du pays au travers de ces ONG. La France ne devrait pas s'en offusquer. Ceux des compères, les anciens compères, les anciens amis, les anciens alliés de Mbolingumba, avec lesquels ils ont formé la Séléka, sont rentrés dans le processus républicain. D'autres sont au gouvernement, ont formé la Séléka, sont rentrés dans le processus républicain. D'autres sont au gouvernement, d'autres ne le sont pas. Mais toujours est-il qu'ils ont déposé des armes, ils ont décidé de reconstruire une nouvelle république. Voilà. On a demandé à Mbolingumba de rejoindre cette dynamique, celle qui consiste à construire une nouvelle république. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce qu'il envisage il ambitionne d'être chef de l'État. Il ambitionne d'être président. Mais s'il ambitionne d'être président, il a même échappé en sa qualité de mercenaire. Il a échappé à la Cour constitutionnelle. Vous savez pourquoi? On ne va pas revenir dessus. Vous savez, ses acquaintances avec la Cour constitutionnelle qui lui ont permis d'être candidat aux dernières élections. Mais on a vu le résultat. 2%, moins de 2%. Moins de 2%. Et donc, s'il envisage être un jour chef de l'État, il doit faire le travail dans le principe démocratique. Voilà. Il ne doit plus aller surfer avec les armes. Mais comme il ne connaît que le langage des armes, il ne connaît que le langage des munitions, il ne connaît pas le langage de la démocratie c'est un leurre pour lui, nous n'allons pas permettre, nous, que cela se passe comme ça. Nous allons le combattre. Les forces vives de la nation vont le combattre. On va le faire arrêter, on va le traduire à la CPI. Il sera traduit à la CPI. Sa place est à la CPI, aux côtés d'Ngaïsona. Sa place n'est pas au milieu du peuple centrafricain. À bon entendeur, salut. Ce monsieur, si j'ai beaucoup de respect de l'appeler monsieur, à la vérité, c'est un animal. Quand on tue un être humain, sans pitié, sans compassion, sans réfléchir, on est un animal. Et ce monsieur, c'est un vrai animal. Il ne mérite pas de vivre où vivent les hommes. Il ne mérite pas d'être centrafricain, ce monsieur-là. Il ne mérite pas, il ne le mérite pas. Il ne mérite même pas d'être africain. Un vrai africain, l'africain moderne, l'africain des temps nouveaux, ne s'aime pas la mort sur le continent. Il se bat pour le développement. Il travaille aux côtés des dirigeants, il travaille aux côtés des populations pour le développement, pour l'éducation, pour la santé. Voilà. Un vrai africain n'a pas un projet de tuer son prochain. Peuple français, nous vous appelons au secours. Voilà, c'était donc cet élément sur la Centrafrique de Djundiawe. C'est vrai, des propos un peu très forts. Nous pensons que on a beaucoup plus besoin de sérénité, de paix, même quand on a besoin de poser des problèmes. De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a tout un vent qui traverse. Jonathan le faisait savoir et on le dit sur ce plateau. La sous-région Afrique centrale, et il est question ce soir de comprendre qui sont donc ceux-là qui tirent les ficelles dans l'ombre et comment faire pour s'en sortir. C'est la question que je vous pose en conclusion, professeur Belek. Comment la sous-région Afrique centrale peut manœuvrer pour de rester cet havre de paix, comme on dit souvent au Cameroun? Moi, je ne veux pas dire grand-chose là-dessus parce que je sais que beaucoup de choses se font. L'espérance a prouvé plusieurs fois que tous ceux qui prétendaient que l'Afrique de l'Ouest était en avance par rapport à l'Afrique centrale, en particulier sur les questions monétaires, ils ont eu faux. Et le temps va le prouver davantage. Je sais que les chefs d'État d'Afrique centrale, beaucoup sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche. Enfin, vous savez de qui je parle. Hein. Moi, je ne reproche pas ça. Moi, pas un problème. Moi, tu peux être roi, c'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Roi, république, c'est quoi? République, c'est quoi? La royauté, c'est ce qui a eu cours en Afrique. Maintenant, on peut inventer d'autres types de régimes.
Chacun, il va de son inspiration. Mais la République, c'est quoi? Quoi la République? Et puis moi, je suis antidémocrate. Comme ça, c'est clair. Voilà. C'est pas dit que je suis pour la dictature. C'est pas dit que je suis pour l'oligarchie. Je suis pour un autre système qui, lui, se fonde sur un principe qu'on appelle Mahat. Donc, je suis pour l'Usser Mahat. Ou si vous voulez, la mahatocratie, pour combiner les Égyptiens et les Grecs. Voilà. Le pouvoir de Mahat. Voilà. Ce n'est pas la démocratie. Puisque mahatocratie, comme ça, pour qu'on me comprenne mieux, je dis tocratie, mahatocratie et démocratie. La différence, c'est le démos versus Mahat. Mahat, c'est un principe. C'est même une loi divine. Alors que le démos, c'est juste le peuple qui est soumis à cette loi divine, qui est au-dessus de l'autre. Mahat est au-dessus. Donc moi, je suis pour la mahatocratie. La démocratie n'est pas une panacée. Mais par contre, je n'ai pas bien compris la chute de Jundiaoui. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il appelle le peuple français, ou j'ai mal compris? J'ai cru entendre cela. Ça a un peu grincé dans mes oreilles. Mais sinon, moi, j'ai totalement confiance en l'avenir de l'Afrique, en particulier de l'Afrique centrale. La preuve, nous avons une chaîne comme Afrique Média, qui, dans le combat médiatique, amène quand même pas mal de points positifs. Et il n'y a pas qu'Afrique Média. Il y a beaucoup de chaînes panafricaines ici au Cameroun. Et le Cameroun, c'est où? En Afrique centrale. Donc, on ne va pas dire que l'Afrique centrale a que tout ce qui se fait en Afrique, rien qu'en prenant en compte ce point-là. On ne va pas dire que l'Afrique centrale est vendue à la France-Afrique, étant donné que rien qu'au niveau médiatique, si c'était de pouvoir vendre à la France-Afrique, l'Afrique Média serait fermée depuis longtemps. Puisque c'est pas ce que la France aimerait entendre. Donc, il ne faut pas aller dans les contradictions inutiles, comparer les uns et les autres, et il ne faut pas non plus trop dévoiler les choses. C'est vrai qu'on est là pour communiquer, mais on n'est pas là pour tout dire, puisque tout le monde nous écoute. Merci. Moi, je crois à la force des mathématiques. Quelques éléments suffisent. Chacun a les capacités mathématiques pour poursuivre l'analyse. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Docteur Dominique Yam-Timbar, on va sortir de cette émission avec vous sur cette thématique tentative de déstabilisation ou des coups d'État dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons pas le cas de la SCA et de la Guinée équatoriale. De façon générale, comment s'en prévenir dans la sous-région qui a pourtant besoin de la paix pour avancer? Il n'y a pas 10 000 manières d'y arriver. La seule façon d'y arriver, c'est de décider vraiment d'être indépendant et d'être souverain. Lorsque vous avez des pays fragiles comme ceux que nous avons, qui veulent aller indépendamment sur la scène internationale, on ne peut pas y arriver. Et j'aime à rappeler à tous que aucune frontière qui existe aujourd'hui en Afrique n'a été tracée par nous. Aucune. Il n'y en a pas une seule qui a été tracée par nous. Il n'y en a pas. Toutes ces frontières ont été tracées, décidées par des gens qui n'étaient pas là pour construire quelque chose, mais qui étaient là pour prendre quelque chose. Donc, nous pouvons aujourd'hui changer cette situation. Nous pouvons aujourd'hui changer cette donnée historique et enfin créer les frontières qui sont les nôtres, même si elles pourraient épouser la ligne extérieure de la région, de la sous-région, eh bien, ce serait au moins notre décision. À partir du moment où vous sortez des pays, le Cameroun, le Tchad, la RCA, l'Angola, le Congo, vous sortez de là et vous créez donc la CEAC comme ça a été annoncé là il y a quelque temps qu'il va y avoir fusion entre la CEAC et la CEMAC, quelque chose que nous disons depuis longtemps, même dans des livres, hein, depuis 5, 6, 7 ans aujourd'hui, et puis peut-être 10 ans dans d'autres espaces. Nous sommes très contents de voir que les responsables de l'Afrique centrale y sont arrivés et qu'ils vont dans ce sens. Ça veut dire que nous n'avions pas tort et ça veut dire que nous écoutions le peuple et nous écoutions au fond ce que ces responsables-là n'arrivaient pas à dire ouvertement, mais qu'ils pensaient clairement et qui pouvaient se lire en filigrane dans leurs différentes interventions il y a 10 ans. Nous l'avons matérialisé et nous sommes contents que eux, aujourd'hui, ils pensent que c'est là, et pensent eux aussi, et confirment que c'est effectivement la voie que nous devons suivre. Si nous avons l'État d'Afrique centrale, nous créons un État qui est l'État d'Afrique centrale. Mettez toutes les formes que vous voudrez, un État fédéral, un État unitaire, faites ce que vous voulez. C'est pas ce qui est... L'essentiel, c'est l'État d'Afrique centrale. C'est pas ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est l'État d'Afrique centrale avec les 11 pays de la CEAC. À partir de là,
vous mettez 2 ou 3 grands principes. Le premier principe, les terres appartiennent aux nations historiques de ce pays-là. C'est-à-dire que l'État n'est pas propriétaire des terres. Donc, si vous voulez faire une concession, quelqu'un veut une mine, quelqu'un veut construire un barrage, quelqu'un veut construire une usine, quelqu'un veut faire un développement immobilier, la terre sur laquelle il fait ses affaires est un apport de ceux qui sont là. Et donc, ils ont 20% au moins, jusqu'à peut-être 35% du capital, ce qui fait que les gens ont des ressources. Il n'y a pas de transfert de ressources économiques. Parce que quand on fait les déclarations d'utilité publique, en fait, l'État prend des terres qui appartiennent à des gens et les donne à d'autres. C'est ça, un transfert indu de ressources qui, entre autres, entretient la précarité chez nous. Donc, imaginez que toutes les concessions d'exploitation forestière qui existent aujourd'hui dans ce pays-là, imaginez que les propriétaires de ces terres-là avaient 20% du capital de toutes ces exploitations agricoles. Vous imaginez les capacités économiques que ces gens-là auraient eues. Mais ils n'ont rien, ils ne sont pas partis du capital et ils ne reçoivent rien à la fin de l'année. C'est pas normal. Donc on repense totalement la gestion économique, les bases économiques de cet État. Ensuite, vous décidez que toutes les matières premières qui sortent, tout ce qui sort de notre sous-région, les matières premières, les produits fabriqués, sont vendus dans notre monnaie. Donc la monnaie que nous allons créer, ce qui veut dire que le franc CFA n'existera plus. La monnaie que nous allons créer, vous voulez acheter quelque chose chez nous, vous l'achetez dans notre monnaie. À partir de là, nous allons presque spontanément créer une devise forte et stable. Je rappelle que la CEAC, c'est 7 millions, près de 7 millions de kilomètres carrés. 7 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire que nous allons créer un État presque aussi étendu que le Brésil, pas très loin des États-Unis, de la Chine, et presque 2 fois et demi aussi vaste que l'Inde, et ce sera un État plus grand que toute l'Union européenne. C'est très important à savoir. Donc, et ça fait aujourd'hui officiellement autour de 250 millions d'habitants, mais personne n'est allé compter les gens dans les Sarrés là-bas et dans les villages qui sont en brousse, puisqu'on n'y a même pas de route pour y arriver. Vous les avez comptés quand? Donc c'est certainement une population qui tourne autour de 300 à 400 millions d'habitants. Ça veut dire que nous aurons 7 millions de kilomètres carrés. Nous aurons 400 millions d'habitants à peu près, autour de 300 millions d'habitants, disons. C'est-à-dire presque la population des États-Unis. Un peu plus que le Nigeria, un peu plus que le Pakistan, un peu plus que le Japon, un peu plus que le Brésil. Vous voyez la taille que cela représente, un peu plus que la Russie. Je voudrais que les gens aient une idée de la taille que ça représente. Voilà ce que nous aurons. Et si vous prenez simplement, si vous vous souvenez que 16% seulement de la République centrafricaine aujourd'hui, 16% de ce territoire de 623 000 km² ont été prospectés et représentent 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du PIB, un peu plus que le PIB de la France. Vous comprenez que 16% de tout cela, ça représente à peine 1,2% de tout ce vaste territoire que nous aurons. Et 1% de ce territoire-là, c'est déjà les capacités sur le plan minier, c'est déjà supérieur au PIB de la France. Si vous prenez toute la région, toute la sous-région d'Afrique centrale, je rappelle que l'année dernière, elle a exporté 7,5 milliards de tonnes de matières premières. Ce qui aurait dû lui rapporter 7 500 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du PIB du Japon. L'équivalent du PIB du Japon. Sauf que nous n'avons pas vu un franc, parce que tout le PIB de cette région-là est, d'après le mondial et le FMI, de 571 milliards de dollars seulement. C'est-à-dire même pas 1/6 de l'équivalent de 1% de la valeur du territoire de ce nouvel État qui sera l'État d'Afrique centrale. Voilà les grandeurs sur la base desquelles nous devons analyser ce genre de choses. Ça veut dire que les gens ont intérêt à déstabiliser cette région. Parce qu'elle est très riche. Parce qu'on peut venir s'amuser à prendre 7,5 milliards de tonnes de matières premières dont nous ne voyons pas un franc. Donc c'est normal qu'on fasse ça, qu'on maintienne une stratégie du chaos et qu'on s'assure que à chaque fois, il y a ces gens-là, ceux qui ne sont pas les personnes qu'on veut voir à la tête des États, qu'on les fasse partir. Lorsque vous avez des gens
qui défendent des choses extrêmement intéressantes comme le droit à la richesse que défend le président Touadéra, mais il faut tout faire pour le déstabiliser son pays et s'assurer qu'il ne reste pas là. Il faut que les États ne soient jamais dans la sérénité qui permet de construire. N'oubliez pas, l'Égypte antique a fait 10 000 ans au moins de stabilité et a pu être construite parce que les gens, et a pu être construite grâce à cette stabilité-là. Donc c'est celle dont nous avons besoin. Mais la stabilité se construit sur des bases claires. Vous êtes puissant, vous êtes fort et vous vous développez à un point tel que vous voulez vous donner les moyens de la puissance de vous défendre. Si vous êtes capable de vous défendre, les autres ne viendront jamais vous attaquer et ils ne viendront jamais contester ce que vous faites et ils n'essaieront jamais de vous déstabiliser. Les barbouzes qui parcourent l'Afrique centrale parce que pour le moment elle est fragile. Parce que pour le moment elle n'a pas encore une vraie volonté de puissance. Parce que pour le moment, elle ne s'imagine pas capable de parler d'égal à égal avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Japon, avec l'Union européenne, pas avec un pays de l'Union européenne, mais avec l'Union européenne. C'est parce que nous ne nous imaginons pas encore à ce niveau. Et pourtant, enfin, ceux qui sont là aujourd'hui ne s'imaginent pas comme ça. Or, la jeune génération aujourd'hui, comme par exemple le mouvement des 10 000 élus panafricanistes qui se met en place, voilà comment ils s'imaginent. Ils imaginent que ils vont être des gens tels que quand ils parlent. Voilà pourquoi ces gens-là peuvent vous dire que l'AGOA, ça représente quoi? D'abord, on perd de l'argent avec ça. On perd du temps, des ressources, de l'énergie et de l'argent avec ça. Donc, vous comprenez que c'est un nouveau monde auquel il faut penser. C'est un nouveau monde auquel qu'on imagine. Et ce nouveau monde doit pousser aujourd'hui des dirigeants d'Afrique centrale qui prennent une option extrêmement solide de fusionner la CEMAC et la CEAC pour avoir une seule entité. Mais nous leur demandons d'aller plus loin parce qu'il ne faut pas créer une entité qui ressemble par exemple à l'Eurozone ou à l'Union européenne pour avoir des commissions de l'Union européenne, des choses comme ça. Il faut pousser ces dirigeants-là en attendant de prendre les choses nous-mêmes, de prendre les choses en main nous-mêmes, d'aller créer un État d'Afrique centrale. Ce d'autant plus que les pays qui existent aujourd'hui, les États qui existent aujourd'hui, mais ce n'est pas eux qui les ont créés. C'est les Français qui ont créé, les Portugais, les Belges, les Portugais, les Belges, c'est le même peuple, c'est la même histoire. Voilà. Donc, il faut que nous créions un État. Et le meilleur des États que nous puissions créer en Afrique centrale, c'est l'État d'Afrique centrale qui couvre les 7 millions de kilomètres carrés de territoire, autour de 300 millions d'habitants que nous sommes, pour que nous puissions tutoyer les États-Unis. Parce qu'à ce moment, les pays comme le Canada, on parle pas avec eux, ils sont petits. Nous tutoyons les États-Unis, nous tutoyons la Russie, nous tutoyons la Chine, etc., etc. Merci beaucoup à vous, Dr Dominique Yamtimbar, analyste politique. Nous sommes arrivés, mesdames, messieurs, à la fin de cette émission. Nous ne partirons pas sans vous remercier. Vous aussi, Jonathan Batengene, professeur Jean-Paul Bellec, astrophysicien. 1000 fois encore merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons également merci à Issa Diawara qui était avec nous en multiplex dans cette émission. Merci également à Parfait Bissay. Merci aussi à Nathan qui sont de l'autre côté de la technique. Mesdames, Messieurs, je suis Aboubakar Sidik Mouchili. J'ai tout le plaisir à vous proposer cette émission de Mérite panafricaine. Demain, c'est une autre émission. Je serai avec vous dimanche en deuxième partie de débat panafricain sur la chaîne de télévision panafricaine avec d'autres programmes. Bonjour et bonsoir.